Cette vidéo est la 4e de la série des vidéos consacrées aux bases de la stratégie en tournoi multitable en table pleine, c'est-à-dire full ring. Dans les 3 premières vidéos de cette série, nous vous avons montré comment jouer en début et en milieu de tournoi multitable, puis comment aborder la phase de la bulle, juste avant les places payées. Dans cette 4e vidéo, nous allons voir ensemble comment vous devez jouer quand la phase de la bulle est terminée et que les places payées sont atteintes. C'est une vidéo de niveau 2-3 pour joueurs avancés ou experts. Cette phase est un moment crucial, puisque c'est à ce moment-là que va se décider votre gain, après parfois de longues heures de jeu. Voyons ensemble quelles sont les spécificités de ce moment et comment vous devrez adapter votre jeu en fonction des différents paramètres que seront votre tapis, le tapis moyen, les tapis de vos adversaires et surtout la structure de paiement. Voyons tout d'abord quelles sont les spécificités de cette phase. Vous avez joué plusieurs heures, les blindes ont augmenté et elles représentent maintenant une part importante de votre tapis, même si vous avez beaucoup de jetons. Chaque décision peut donc être cruciale, vous faire sortir du tournoi ou doubler. Vous ne devez donc pas agir à la légère. De plus, les écarts entre les tapis se sont creusés et sont maintenant très importants. Certains joueurs ont beaucoup plus de jetons que le tapis moyen, d'autres en ont très peu et sont dans une situation catastrophique. Vous devrez donc agir en fonction de la taille de votre tapis par rapport à la taille du tapis de vos adversaires. Mais une 3e notion intervient ici, dont nous n'avons pas parlé pour le moment. C'est la structure de paiement. Cette structure n'est pas linéaire. Les joueurs qui vont sortir dans les premières places payées gagneront un buy-in et demi ou 2 buy-in. Les joueurs suivants gagneront 3 ou 4 buy-in. Et seuls les premiers joueurs en table finale auront droit au gros gain. La table finale, plus que jamais, doit être votre objectif. Mais vous pouvez ajouter un autre objectif qui sera de gravir l'échelle des gains. Voyons cela à travers une illustration vidéo. Nous sommes ici à la pause d'un tournoi multitable qui est commencé depuis un peu moins de 3 heures. Il y avait 313 joueurs au départ, il en reste 20 et nous sommes actuellement 10e avec un peu plus de 42 000 jetons. Mais le premier a déjà près de 97 000 et le dernier n'a plus que 2300. Il y a donc de grosses disparités entre les tapis. Si nous regardons la structure de paiement, nous voyons que les premiers joueurs payés ont touché 4 ou 5 euros entre la 20e et la 40e place. Les premiers, eux, gagneront beaucoup plus, 123 euros pour le deuxième et 207,70 euros pour le vainqueur. Votre objectif doit donc être la table finale et les gros gains qui y sont concentrés. Dans vos critères de décision, vous allez donc attacher une attention toute particulière à la structure de paiement et à votre position dans le tournoi pour bien évaluer les risques que vous allez devoir prendre. Vous devrez sans cesse garder à l'esprit le montant de votre tapis par rapport à la taille des blindes qui a énormément augmenté, mais aussi par rapport à la taille des tapis des joueurs qui sont proches de vous, afin de considérer comment un coup, perdu ou gagné, vous fera évoluer dans le classement et donc dans les gains potentiels. Bien sûr, votre objectif premier reste la table finale, mais vous devrez aussi être attentif aux différents paliers de gains et bien calculer les risques que vous allez prendre en tenant compte dans vos décisions du risque pris par rapport au gain ou à la perte potentielle qu'il représente, non seulement en jetons, mais en argent réel. Pour cela, vous devrez toujours penser à vous situer dans le tournoi, dans le classement général, mais aussi par rapport aux joueurs qui ont des tapis proches du vôtre. Cette phase est un moment crucial car les blindes sont hautes et chaque décision est très importante. La moindre erreur peut vous faire basculer et vous faire perdre toute chance de gagner le tournoi alors qu'en doublant, vous pouvez vous rapprocher des meilleures places payées. Vous devrez donc éviter les grosses erreurs. Pour cela, il vous faudra sans cesse garder en tête votre situation, non pas seulement dans le classement général, mais aussi par rapport à des joueurs qui ont des tapis à peu près égaux aux vôtres. Les risques que vous allez prendre devront être adaptés à votre situation précise et à votre objectif. Voyons un exemple très caractéristique. Il y avait 226 joueurs dans ce tournoi et après 2h35 de jeu, il en reste seulement 29. Les 30 premiers étaient payés et comme vous pouvez le voir à l'écran, le 30e a gagné 15,82 €. Tous les joueurs qui vont sortir entre la 25e et la 29e place gagneront la même chose, 15,82 €. Ici, finir 25e ou 29e ne changera rien. Si nous regardons les tapis, nous voyons que les derniers joueurs sont dans une situation difficile. Les blindes sont déjà à 1000-2000, le tapis moyen à plus de 23 000 et les joueurs compris entre la 25e et la 29e place ont seulement entre 9 000 et 5 000.
Mais la situation du dernier joueur, le 29e, avec seulement 5075 jetons, est encore plus préoccupante car même en doublant, il sortira à peine de ses dernières places et pourra éventuellement penser à un gain légèrement supérieur. Le joueur qui est 25e, en doublant, s'éloignerait de cette zone et se garantirait déjà un gain plus important. Pour le dernier joueur, avec 5075 jetons, l'objectif est simple. Il doit doubler, vite, et en profitant de n'importe quelle situation qui serait favorable. Or, cette situation va se présenter très vite. Elle va se présenter alors qu'il est en position de grosse blinde. Il a déjà payé 2000 et il ne lui reste que 2850. C'est seulement un peu plus d'une fois le montant de la grosse blinde. L'un des petits tapis de la table choisit ce moment pour essayer de doubler en misant la totalité de ses jetons et le joueur en petite blinde, petit tapis lui aussi, va payer cette mise. Notre joueur en grosse blinde doit donc payer les 2 tapis quelles que soient ses cartes, car il a le choix en fait entre avoir la possibilité de tripler ou rester dans le tournoi dans une situation catastrophique avec seulement une blinde. Sortir maintenant ou dans quelques mains ne changera rien pour lui, le gain sera le même, il doit donc payer quelles que soient ses cartes. Malheureusement, il n'a pas choisi de saisir cette opportunité. C'est une grosse erreur stratégique. Une autre erreur stratégique très classique consiste au contraire à prendre un risque démesuré et à gaspiller ses jetons au mauvais moment en ne s'adaptant pas à la situation dans laquelle on est par rapport à la structure de paiement. Ici, le joueur qui relance à 3200, soit seulement 2 grosses blindes, a un tapis équivalent au tapis moyen. Il n'a donc pas besoin de prendre de risques inconsidérés et de gaspiller ses jetons. Or ici, il va être payé par le joueur en grosse blinde qui n'a qu'une fois le montant de la grosse blinde à rajouter pour voir un flop. Sur ce flop, le joueur qui avait relancé initialement va placer une grosse mise équivalente au montant du pot, 7700. C'est une très grosse mise par rapport à son tapis. Le joueur en grosse blinde va miser tous ses jetons, 15 000, et notre joueur relanceur initial va jeter ses cartes. Il a dépensé inutilement des jetons en misant au flop, alors que vraisemblablement, il n'avait pas touché de main correcte. Il se retrouve donc seulement à 10 000 jetons dans les plus petits tapis, alors qu'il aurait pu tranquillement attendre une situation meilleure pour miser. On trouve aussi cette erreur d'adaptation et de prise de risque à un mauvais moment chez les petits tapis. Ici, par exemple, un joueur avec seulement un peu plus de 5 big blindes va rentrer dans un coup en payant simplement la blinde. Un petit tapis va saisir cette occasion pour essayer de doubler, ce qui est normal dans sa situation, et le joueur qui avait payé le montant de la blinde va le payer avec une main très moyenne, dame-valet. Il va donc perdre une grande partie de ses jetons à un moment où il aurait pu attendre une meilleure main pour essayer de doubler. Mais pour essayer de doubler, il aurait dû miser la totalité de ses jetons avant le flop, et certainement pas payer simplement une grosse blinde alors qu'il n'en avait que 5. Parfois même, on retrouvera plusieurs erreurs stratégiques de ce type à l'intérieur d'un même coup. Ici, par exemple, le joueur UTG s'est contenté de payer le montant de la blinde à 2000. Il ne met aucune pression sur ses adversaires et va donc laisser les joueurs en blinde voir le flop quasiment gratuitement. Le joueur UTG a à ce moment-là un tapis parfaitement au niveau du tapis moyen. Il n'a donc pas besoin de prendre de risques et de dépenser ses jetons inutilement, et pourtant, au flop, il va continuer à miser contre les 2 joueurs. Il va miser 4000. Le joueur en petite blinde va le payer. Le joueur en grosse blinde jette ses cartes, et la turn arrive. Une dame de carreau. Le joueur en petite blinde check à nouveau. Le pot fait maintenant 14 600, et le joueur UTG va à nouveau miser sur cette turn, une mise plus importante cette fois, qui va à nouveau être payée par le joueur en petite blinde. Le pot fait 26 600. Un dernier as arrive à la river, le joueur en petite blinde check à nouveau, et le joueur UTG va alors miser à nouveau 10 000, soit la moitié du tapis qui lui reste. Le joueur en petite blinde paye cette mise puisqu'il avait un brelan d'as, et nous voyons que le joueur, en début de parole, avait seulement roi 10. Il est donc rentré sans relancer, avec une main moyenne dans une mauvaise position, puis il a continué à miser au flop, à la turn et à la river, alors qu'il n'avait rien touché. Ayant été payé au flop, puis à la turn, il aurait dû ralentir son action et ne pas dépenser inutilement ses jetons. C'est cette prise de risque inconsidérée qui fait souvent que les joueurs vont faire ce type d'erreur stratégique. Pour ne pas faire ce genre d'erreur, il vous faudra donc vous adapter parfaitement au montant de votre tapis et à la structure de paiement. Pour résumer, à ce moment du tournoi, vous allez devoir adapter votre jeu, pas seulement en prenant en compte les cartes que vous avez reçues ou votre position, mais aussi et surtout en ayant toujours en tête votre situation dans le tournoi et en étant capable de la comparer à celle de vos adversaires, surtout aux adversaires qui ont des tapis proches du vôtre.
En comparant vos situations respectives avec la structure de paiement, vous saurez quand prendre un risque, quand vous devrez le prendre et quand vous pourrez éviter de prendre des risques qui vous coûteraient trop cher par rapport à ce qu'ils auraient pu éventuellement vous rapporter. Voyons tout d'abord comment vous allez devoir jouer si vous avez un petit tapis. En fin de tournoi, si vous avez un petit tapis, vous pouvez pourtant être dans des situations fort différentes. Vous devrez donc toujours vous demander où vous vous situez par rapport aux autres petits tapis bien sûr, mais aussi par rapport au tapis moyen, et pourquoi pas par rapport aux plus gros tapis, aux joueurs qui sont alors premiers au classement. Bien sûr, vous allez devoir doubler, mais il vous faudra vous demander quel risque vous êtes prêt à accepter dans ce but en comparant toujours votre situation avec la situation des joueurs qui ont plus de jetons que vous, afin de voir comment vous pourriez monter dans l'échelle des gains. Regardons ensemble un lobby à un moment crucial du tournoi. Il ne reste que 20 joueurs dans ce tournoi qui en comptait 313 au départ. Nous sommes donc dans les places payées. Les joueurs qui vont sortir entre la 17e et la 20e place gagneront tous la même chose, 6,38 €. Le tapis moyen est déjà à près de 47 000 jetons, et le joueur qui est dernier a seulement 2 337 jetons, alors que les blindes sont déjà à 1 503 000. Il y a donc une grosse différence entre tous les joueurs ayant un petit tapis. Le 19e, même en doublant, n'arrivera pas au niveau du 18e, alors que le 17e, avec 26 545 jetons, bien au-dessous du tapis moyen, se retrouvera bien au-dessus s'il double. Il y aura donc plusieurs stratégies lorsque vous aurez un petit tapis, en fonction de votre place exacte dans le tournoi à ce moment. Le joueur qui n'a plus que 2000 ou celui qui n'a plus que 5000 doivent absolument doubler très vite pour espérer rester dans la course. Le joueur qui a 26 000 a un petit tapis, puisqu'il a moins de 10 grosses blindes et qu'il est dans les derniers joueurs du classement, mais il pourra attendre un peu une bonne situation pour doubler. Vous allez donc bien devoir adapter votre jeu à la situation des joueurs qui vous entourent. Lorsque vous aurez un tout petit tapis de seulement quelques blindes et que vous serez loin des joueurs qui vous précèdent au classement, il vous faudra savoir saisir toutes les opportunités et jouer parfois indépendamment des cartes que vous avez en main. Ici, par exemple, un joueur a seulement 12 000, soit 4 big blindes. Le chip leader de la table va relancer à 6 650. Il a plus de 100 000. Il a été très actif dans les tours qui précèdent. Le joueur, avec un petit tapis, va donc choisir ce moment pour essayer de doubler avec une main moyenne. Roi, dame. Car il sait qu'il a peut-être une main meilleure que le chip leader, qui n'a pas besoin d'une bonne main pour relancer. Ici, c'est son analyse de la situation qui lui a permis de risquer son tournoi à ce moment-là, et de doubler, et non pas seulement ses cartes. Cette prise en compte de la situation globale et de tous les paramètres qu'elle engendre est vraiment fondamentale. Ici, par exemple, comme vous avez pu le voir, nous sommes en main après main. Nous sommes à un moment où il y a un palier dans l'échelle des gains et le chip leader, avec plus de 100 000 jetons, met de la pression sur ses adversaires depuis plusieurs tours. Il relance sur relance en comptant sur la peur que vont avoir ses adversaires de sortir à ce moment-là. Le joueur avec un petit tapis s'est alors contenté de payer le montant de la blinde. Il attend en fait une relance de la part du chip leader pour payer une paire de 9. Le chip leader n'a que 7 et 4, une main très faible. Il n'avait pas misé sur la valeur de sa main, mais sur la peur qu'il pensait provoquer chez ses adversaires, et notre joueur avec un petit tapis a ainsi doublé en tendant un piège au chip leader. C'est cette prise en compte de la situation globale qui lui a permis de tendre ce piège et de gagner beaucoup plus de jetons que s'il avait relancé et qu'il avait naturellement fait jeter les mains de ses adversaires. Ici encore, c'est l'étude de la situation qui va permettre à un petit tapis de doubler. Le joueur en grosse blinde n'a que 20 000, il a déjà posé 4 000, il est donc dans une situation critique, puisque les blindes sont à 2 000, 4 000. Il doit de plus faire face à une relance du chip leader en fin de parole. Le petit tapis n'a qu'une main moyenne, As-10, mais il va risquer son tournoi sur cette main car il sait que l'éventail de mains avec lequel le chip leader peut relancer en position de cut-off est immense. Il va donc prendre le risque avec As-10 et il va doubler contre une main très faible du chip leader, Valet 2. C'est l'étude de la situation, ici, qui lui a permis de doubler, plus que sa main, car avec la même main, il aurait jeté face à une relance en début de parole d'un tapis moyen, par exemple. Nous venons de voir que si vous avez un petit tapis, votre objectif est simple. Vous devez doubler, même si pour cela, il vous faudra prendre garde à votre situation réelle et à la mettre en regard de l'échelle des paiements. Mais si vous avez un tapis moyen, les choses peuvent aller très vite. Les blindes sont hautes et une erreur vous coûtera parfois très cher. Vous pourriez très facilement retomber à l'état de petit tapis. Votre objectif ici, naturellement, est de gagner des jetons afin de gravir les échelons. Votre objectif est la table finale, ou tout au moins d'augmenter votre gain. Pour cela, il vous faudra bien cibler vos attaques et là encore, il vous faudra toujours prendre conscience de votre classement réel.
Que peut vous rapporter ce coup que vous allez tenter? Que peut-il vous coûter? Et le risque que vous allez prendre en vaut-il la peine? Pour résumer, le jeu en vaut-il la chandelle? Voyons cela à travers quelques illustrations. Ici, par exemple, il ne reste que 29 joueurs dans le tournoi et nous sommes à la 9e place, dans une situation qui semble confortable puisque nous avons un tapis de 39 139 jetons et que le tapis moyen est à 32 379. Nous sommes donc aux environs du tapis moyen. Mais attention, à ce moment-là du tournoi, les choses peuvent aller très très vite. Les blindes sont déjà à 1000, 2000, et si nous perdons ne serait-ce que 5 blindes, nous allons perdre 10 000 jetons et nous retrouver aux alentours de la 17e place dans les derniers du classement. Si nous doublons notre tapis, au contraire, nous allons être chip leader et en bonne place pour aborder la table finale dans les meilleures conditions possibles. Vous allez donc devoir prendre garde aux situations que vous allez jouer et aux adversaires que vous allez affronter. Par exemple, il sera inutile de permettre à un petit tapis de doubler alors que vous n'aurez qu'une main moyenne. Il vaudra mieux le laisser avec son petit tapis. De la même manière, vous éviterez d'affronter un gros tapis avec une main moyenne ou alors qu'il aura relancé avant vous, même si vous avez à ce moment-là une main correcte. C'est donc le choix des situations et des adversaires, lorsque vous avez un tapis moyen, qui vous permettra de gravir les paliers de l'échelle des gains et espérer arriver en table finale dans la meilleure forme possible, avec le plus de jetons possible, pour optimiser vos chances de gagner le tournoi. Voyons cela à travers quelques exemples. Avec un tapis moyen à ce moment-là du tournoi, il vous faudra tout d'abord savoir jeter certaines mains. Par exemple ici, As-3 de la même couleur. Un adversaire a relancé UTG à 4000 et nous sommes en grosse blinde à 2000. Nous pourrions être tentés de rajouter 2000 pour aller voir le flop. Et pourtant, ici, nous devons jeter nos cartes. Pourquoi ? Tout d'abord parce que notre adversaire a relancé dans les premières positions. Il nous indique probablement qu'il a une main correcte. De plus, si nous décidons de rajouter 2000 et de continuer le coup, nous allons jouer toute la suite hors de position. Nous serons le premier à parler et nous aurons un désavantage positionnel. La situation n'est pas bonne pour aller affronter un adversaire qui a un tapis légèrement supérieur au nôtre. Nous n'aurons aucune visibilité dans ce coup, il vaut mieux jeter ses cartes, économiser ses jetons et attendre une meilleure situation. Contre les gros tapis, vous devrez même jeter des mains correctes, comme ici une paire de 5, alors que nous sommes pourtant en position par rapport au chip leader, qui a relancé à 6500. Nous sommes au bouton, mais avec notre paire de 5, nous n'avons pas envie d'aller risquer nos jetons. Nous avons un tapis de 46 964, légèrement supérieur au tapis moyen. Le chip leader va certainement miser au flop, et nous devrons jeter nos cartes, sauf dans le cas où nous aurons touché un brelan de 5, ce qui n'arrivera qu'une fois sur 8. Notons par exemple que le joueur qui a payé la relance se retrouve seulement avec 22 000 jetons, soit un peu plus de 7 grosses blindes. Il a payé la relance pour ensuite jeter au flop. Il a gaspillé inutilement ses jetons, voilà pourquoi nous vous conseillons ici de jeter vos cartes lorsque vous affrontez le chip leader, lorsque vous avez seulement une main moyenne. Mais évidemment, cette prudence dont vous allez faire preuve ne doit pas vous empêcher de continuer à relancer lorsque vous aurez des mains correctes et que la situation s'y prête. Ici, par exemple, avec As-Valet, dans un pot non ouvert. Nous allons relancer à 2 big blinds ennemis et tous nos adversaires vont se coucher. Vous verrez qu'à ce moment-là du tournoi, beaucoup d'actions s'effectuent pré-flop. Gagner les blindes et les antés est déjà un pot important. Vous devez donc continuer à jouer de manière agressive lorsque vous aurez des mains correctes dans une situation qui s'y prête. Vous devrez même élargir votre éventail de mains si la situation est favorable. Ici, par exemple, les joueurs qui parleront derrière nous sont des tapis moyens, comme nous. Ils sont manifestement en phase de rétention et n'ont pas réagi aux précédentes attaques. Nous allons donc relancer avec Roi-Valet en milieu de parole. C'est une main moyenne seulement, mais notre objectif ici est de gagner les blindes, de gagner le coup pré-flop, de gagner de précieux jetons pour monter dans l'échelle des gains. Cette agressivité pré-flop est importante, mais elle ne suffira pas. Il vous faudra aussi savoir payer parfois le tapis d'un de vos adversaires, même avec une main moyenne. Ici, par exemple, le joueur en grosse blinde a décidé de payer un tapis avec As-9. As-9 est une main très moyenne, une main qu'il aurait probablement jetée sur une attaque du chip leader ou sur une relance d'un joueur avec un tapis moyen comme le sien en début de parole, par exemple. Pourtant, ici, il a décidé de payer le tapis de son adversaire car son analyse de la situation lui montrait qu'il pouvait le faire. Le joueur en petite blinde, en effet, était en tête-à-tête. Il avait un petit tapis. La situation pouvait lui sembler parfaite pour miser tous ses jetons à ce moment-là. Il pensait pouvoir faire jeter ses cartes très souvent à la grosse blinde. Le joueur en grosse blinde a bien analysé la situation, ce qui lui a permis de payer le tapis de son adversaire, de gagner des jetons, d'éliminer un adversaire et de gravir des places dans l'échelle des gains.
C'est cette analyse de la situation que vous devrez faire sans cesse afin de pouvoir parfois payer le tapis d'un joueur avec des mains marginales ou avec des mains moyennes. Voyons maintenant comment vous allez devoir jouer si vous avez un gros tapis. Dans tous les cas, il vous faudra bien doser votre agressivité. Là encore, c'est la situation qui sera déterminante. Vous pourrez parfois relancer avec des mains moyennes, alors que d'autres fois, vous jetterez des mains meilleures parce que l'action qui s'est passée avant vous le rend nécessaire. Voyons cela à travers quelques exemples. Dans ce tournoi, par exemple, nous avons un très gros tapis de plus de 100 000. Nous sommes dans les premiers au classement, nous allons donc pouvoir utiliser la masse de nos jetons contre nos adversaires qui ont des tapis moyens ou de petits tapis. Ils vont être face à nous, en phase de rétention, et éviteront de nous affronter dans un combat direct. Nous allons donc pouvoir relancer avec un éventail de mains plus large, ici par exemple avec As-2 en position de petite blinde. Le joueur en grosse blinde n'a plus que 11 000. Il va hésiter à jouer son tournoi contre nous. Il lui faudra une très bonne main pour nous payer. Nous allons donc le relancer avec As-2, il va jeter ses cartes et nous allons gagner les blindes. Avec un gros tapis, le poids de vos jetons sera tel que vous pourrez parfois même vous permettre de relancer avec des mains moyennes et hors position parfois, simplement sur l'image que vous représenterez. Toujours pour les mêmes raisons, vos adversaires vont éviter de jouer contre vous, à la fois les petits tapis qui ne prendront pas le risque et les tapis moyens qui seront en phase de rétention. Ici, par exemple, nous avons relancé un valet 10 UTG et ce n'est pas notre main qui nous permet de gagner le coup, mais simplement la force de nos jetons ainsi que l'image que nous projetons à la table, celle d'un joueur qui relance en première position et qui, pour ce faire, devrait normalement avoir une très bonne main. Cette agressivité constante pré-flop, lorsque vous avez un gros tapis, est naturellement très importante, mais elle n'est pas suffisante. Il vous faudra aussi savoir parfois préserver vos jetons, pour ne pas les perdre bien sûr, mais aussi pour ne pas les donner à des tapis moyens qui pourraient très facilement vous rejoindre en tête du classement. Ici par exemple, l'un de ces tapis moyens, au cut-off, en fin de parole, va relancer à 6000. C'est une relance minimale puisque les blindes sont à 1500-3000. Le joueur qui est au bouton, avec un tout petit tapis, va en profiter pour risquer son tournoi et miser tous ses jetons. Nous avons seulement 3000 à rajouter dans ce coup, et pourtant nous allons jeter nos cartes car le joueur au cut-off, pour attaquer le chip leader que nous sommes, a besoin d'une très bonne main, et le fait que le joueur avec un petit tapis ait choisi ce moment pour jouer, prouve qu'il a aussi une bonne main. Nous devrons donc jeter nos cartes pour ne pas redonner de jetons à ces joueurs. Pour les mêmes raisons, ne pas redonner des jetons au tapis moyen, vous devrez parfois jeter de bonnes mains. Ici, par exemple, nous avons As-Valet en fin de parole, en position de cut-off avec un gros tapis de 87 000 jetons. Deux joueurs ont choisi de payer simplement le montant de la blinde. Nous allons donc relancer car notre main et notre position nous le permettent. Le but, encore une fois, est de mettre de la pression sur nos adversaires. Nous allons relancer à un peu plus de 7000 jetons. Le joueur au bouton jette ses cartes, mais le joueur en petite blinde, qui est pourtant hors position, décide de miser tout son tapis. Le fait qu'il mise 20 613 jetons ici, alors qu'il y avait une attaque du chip leader de la table, prouve qu'il a sans doute une très bonne main. Nous devons donc jeter nos cartes et il nous montre As-Roi, légitimant ainsi notre décision. C'est en jouant de cette manière, en alternant les phases d'agression et de rétention, que vous allez consolider votre gros tapis et garder votre place dans les premiers du classement. Mais n'oubliez pas qu'en jouant de cette manière, les joueurs de la table vont avoir une certaine image de vous. Vous êtes un joueur solide, sérieux et agressif. Vous pourrez donc vous servir de cette image dans certains coups pour piéger vos adversaires, par exemple. Ici, nous avons une paire de dames en position de petite blinde. Les blindes sont à 2000-4000. Nous avons 81 000 jetons. Le joueur UTG s'est contenté de payer le montant de la blinde. Nous avons une très bonne main et naturellement, nous allons donc relancer. Mais cette relance pourra aussi passer pour un vol de blinde et une agression du limper. Notre adversaire ne croira pas forcément que nous ayons une main très forte. Nous allons donc relancer dans un premier temps à 13 500 et le limper UTG va nous payer. Étant donné l'image qu'il a de nous, il peut nous payer avec de nombreuses mains, As-Valet, As-Dame ou une petite paire, dans le but d'aller chercher un brelan au flop. Nous sommes donc en tête-à-tête sur un flop hauteur-valet. Sur ce flop, nous allons effectuer une mise qui vise à piéger notre adversaire, une mise légèrement inférieure à celle que nous avions placée pré-flop. Notre adversaire va y voir une marque de faiblesse, peut-être pense-t-il que nous avons une main qui n'a pas été améliorée par le flop, As-Roi ou As-Dame ou encore une paire moyenne. Il décide donc de partir à tapis, nous le payons, notre piège a fonctionné et nous gagnons un très gros pot. Avoir beaucoup de jetons vous met donc dans une position très confortable. Vous allez pouvoir vous permettre de payer des tapis que vous n'auriez pas payés si vous étiez seulement un tapis moyen.
Ici, par exemple, avec As-Valet et en position de grosse blinde à 3000, nous allons payer une mise d'un petit tapis et gagner le coup. C'est en jouant de cette manière à la fois agressive et prudente que vous allez pouvoir continuer à accroître votre avance, gagner des jetons, et c'est ainsi que vous allez aborder de la meilleure manière possible la phase suivante, la table finale, où vous devrez là encore jouer de manière agressive mais prudente. Mais c'est ce que nous vous montrerons dans la prochaine vidéo de cette série.